Non, mais tu vois, le problème, Raphaël, c'est que les gens du chat, on va davantage les responsabiliser. Parce qu'il y en a qui font bien et il y en a qui déconnent. Moi, où j'habite, on en trouve de la politique. On en trouve. Mhm. Tu vois, on en trouve. Et effectivement, de la politique, vous allez pouvoir en trouver sur Acropolis. Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Acropolis. Il est 14h31, nous sommes le 16 janvier 2019 et nous allons suivre ensemble la séance de questions d'actualité au gouvernement. Bonjour le chat, comment allez-vous? Et bonjour la régie, comment vas-tu? Mais très bien, et toi? Eh C'est bien, magnifique. écoute, ça va. Ce jeu est incroyable. Exactement, je joue bien. Et un resub de Jean Massier qui n'est abonné que depuis 12 mois. Et bah alors Jean Seulement. Massier, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Mais merci à toi pour ton resub, c'est très sympa de ta part. Salut le chat, salut. Est-ce que tu peux m'agrandir un peu la fenêtre du chat vers le haut s'il te plaît? Vers le haut? Ouais, Vers de top? exactement, to the top, nickel, plus. De toute façon, le truc au-dessus marche pas, donc... Si, Merci. il marche. Merci. Salut Kylian, salut Merci. Kitouflux, salut Vélania. Bonjour Aileen, bonjour Benav, Monsieur Mazur, Fanny Dufossé. Dufossé ou Dufosse, on sait toujours pas. Et un autre resub, 1 an déjà d'Azuric. Merci à Zurich pour ce resub. Effectivement, ça fait 1 an que tu nous accompagnes. Merci à toi. Merci à tous et à toutes de nous financer. Vous nous permettez de mettre du beurre dans les épinards et c'est pas mal. Merci à celles et ceux d'entre vous qui nous soutiennent. JA25, le gros gars, Carpastex, Célan, Lena, personne. Merci beaucoup. Enfin, bonjour plutôt. Je suis le mec qui est à côté de la plaque. C'est bien parti. Hein. Bon, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes prêtes et prêts à suivre cette séance de questions d'actualité au gouvernement. Pour rappel, si vous ne savez pas ce que c'est, ce sont 16 ministres 15 ou 16 députés qui posent des questions à 15 ou 16 de nos ministres. Des questions d'actualité en général. Et un resub de Vélania. Je n'avais pas encore vu le badge Goldé. Effectivement, il y a de nouveaux badges pour les 1 an. Comme tu le vois juste à côté de ton pseudo. Merci beaucoup Vélania pour ce resub, c'est très sympa à toi. Bonjour, bonne année le Vernia Trolloul, salut le Styx, salut Anivas. Donc voilà, on va suivre ensemble cette séance de questions d'actualité au gouvernement. J'espère que vous êtes prêts. Il n'y a pas la liste des orateurs sur le Twitter de l'Assemblée nationale. Ça devrait tomber, je pense, d'ici quelques minutes. Cette très chère feuille jaune. Cette échappe, une écharpe pour cacher le t-shirt pas repassé? Non, il est repassé celui-là. Non, enfin, il est repassé. Il avait froid, il avait besoin d'une petite laine. Non, c'est juste que ouais, je caille. Vous allez voir, je vais pas arrêter de tousser. J'ai froid, je suis frileux de manière générale. Et mon écharpe est hyper agréable, vous ne le voyez pas, mais elle est toute douce. Et surtout, elle fait genre 3 mètres et 1 mètre de large. Vous en foutez, mais en fait, c'est une couverture. Voilà, je raconte ma vie. Alors attendez, j'ai pas fini d'organiser mon layout, j'ai pas fini de lire les articles de presse que j'étais en train de lire. De quoi vous pensez que ça va parler cette séance? Dites-moi de quoi déjà vous voulez parler pendant cette petite introduction. Je suis sûr qu'il y a un sujet qui va très vite tomber. Il y a 2 sujets qui vont très vite tomber. Quoi? François a repassé son t-shirt, mon monde s'écroule. Effectivement, on avait un rendez-vous ce matin, du coup j'ai repassé mon t-shirt. Je couvre une petite grippe, je ne sais pas, je ne saurais pas vous dire. Je lance une mode façon Christophe Barbier. Non, j'ai l'humilité de ne pas avoir d'écharpe rouge, c'est juste une écharpe. Quand il est repassé, tu as renoncé à ton blocus du repassage. Écoutez les amis, je vous ai donné l'occasion, je vous ai dit on parlera de mes idées sur le repassage dans un Acropolis Inside. On en a fait un, vous n'avez pas posé la question, il faudra y penser la prochaine fois. Vous ne pouvez vous en prendre qu'à vous-même. Du Brexit et l'accord Royaume-Uni-Union Européenne. Effectivement, c'était un des 2 sujets qui me semble assez évident. Je pense qu'ils vont tomber. C'est un premier sujet, effectivement, le Brexit et l'accord entre le Royaume-Uni et l'Union Européenne. Vous avez vu peut-être que hier, comme on vous le disait hier pendant l'émission, le gouvernement britannique mettait aux voix l'accord entre le Royaume-Uni et l'Union Européenne sur l'accord du Brexit, en fait, devant le Parlement, devant la chambre basse du Parlement, la Chambre des communes, du Parlement anglais évidemment. On vous le disait hier, il y avait peu de chances que ça passe. Le seul truc, c'est que non seulement il y avait... ce peu de chance a été confirmé, mais c'est même carrément une vraie branlée, puisque, alors attendez, les résultats, c'est qu'il y a eu quoi, 432 voix contre Perceval Lamy, je crois que c'était un truc effectivement du genre... Je l'ai, sinon tu peux la fermer. Ok, ça commence extrêmement bien, super. Non, 432 pour et 202 contre sur 650 voix, donc il manque une vingtaine de voix, 21 voix précisément, et surtout le vrai truc là-dedans, c'est que 118... Non, en vrai, on s'adore avec Raphaël, hein, vous inquiétez pas, ce ne sont que des piques gratuites. Il m'a dit que j'étais un enfoiré quand je suis arrivé, mais c'est pas grave. Je te rappelle encore qu'à tout moment, tu veux disparaître. Hein. Ce petit con. Je peux disparaître, mais ma voix restera là. Je serai toujours avec vous. Est-ce que vous croyez aux forces de l'esprit?
Donc je vous disais, surtout la grosse nouvelle là-dedans, c'est que 118 des 317 députés conservateurs ont fait défection, ce qui veut dire que c'est quand même un vrai revers pour Theresa May, parce que non seulement l'accord n'est pas approuvé, mais ça c'est pas surprenant, mais surtout il n'est pas approuvé de très très beaucoup. Voilà, mon français est nickel aujourd'hui. Donc c'est une vraie défaite pour Theresa May. Ça pose de vraies questions sur quid de la suite. Alors quelles sont les options pour la suite? Les options pour la suite, c'est retenter un vote. Peu de chances que ça passe. Non, peut-être avant de parler de ça, pourquoi est-ce que c'est pas passé? Parce que, alors évidemment, il y a l'opposition, notamment les travaillistes, c'est-à-dire en gros la gauche anglaise, qui veut pas de cet accord. Il y a une partie des travaillistes qui voudrait un second référendum sur le Brexit, dans l'espoir que cette fois-ci le peuple britannique rejette le Brexit. Une autre partie des travaillistes, notamment Jeremy Corbyn, mais plus minoritaire, mais le patron du parti quand même, qui lui veut juste faire chier Theresa May et veut prendre sa place, mais qui reste quand même favorable au Brexit, ou en tout cas il évoque pas du tout la possibilité d'un second référendum pour annuler le Brexit. Et de l'autre côté de l'échiquier politique, donc là sur la droite des conservateurs, il y a les ultralibéraux, on peut dire ça comme ça, qui eux trouvent que cet accord il est naze, qui préféreraient limite un no deal plutôt que l'accord actuel, parce qu'ils estiment que l'accord actuel ça oblige la Grande-Bretagne à se conformer à des règles édictées par l'Union européenne, alors même que la Grande-Bretagne n'a plus de voix au registre dans les institutions de l'Union européenne. Et donc du coup, évidemment, ils n'aiment pas ça du tout, donc ils préféraient carrément un no deal. Sinon, ils peuvent décider d'annuler le Brexit, non, avec l'article 50. Alors l'article 50 est celui qui déclenche la sortie de l'Union européenne. Est-ce qu'ils peuvent faire demi-tour? C'est pas si évident que ça dans la mesure où c'est déclenché. Est-ce que l'UE acceptera? C'est une bonne question. Moi, je pense que l'UE accepterait, parce que l'UE a tout intérêt à garder sa cohésion, et en plus ça montrerait, ce serait un signe fort pour d'autres pays qui pourraient y penser, j'en sais rien, l'Italie peut-être, que toute tentative de sortie de l'Union européenne est vouée à donner un avenir politique compliqué à ceux qui le lancent. Donc voilà. David Cameron a tellement eu raison de se barrer du navire. Bon, il n'a pas trop eu le choix, hein. Il était tellement en difficulté que de toute façon sa démission était un peu évidente, mais voilà. Mais bon, donc oui, peut-être qu'ils peuvent annuler le Brexit, mais surtout comment le faire dans un format qui soit légal, et qui soit politiquement acceptable, parce que quand même il y a eu un référendum. Alors le référendum, il n'est pas il n'est pas contraignant pour le législateur anglais, mais quand même, quoi. Si un référendum vous dit on sort et qu'au final vous dites non, on sort pas, quand vous êtes une des chambres du Parlement, bon, ça fait pas très, ça rappelle 2005 pour les plus vieux d'entre vous. L'article 50, je pensais que c'était le slogan d'un parti politique. Donc voilà, et donc du coup, quelle suite? Donc comme je viens de dire, peut-être un second référendum, mais a priori, en tout cas, c'est évidemment pas du tout ce qu'on a envie de faire le gouvernement actuel. Peut-être une motion de censure. Aujourd'hui, là, à midi, je sais pas à quelle heure, mais dans l'après-midi, je suis sûr que vous nous tiendrez au courant, le gouvernement de Theresa May va faire face à une motion de censure par la Chambre des communes. Alors rappelez-vous, déjà il y a un mois, il y avait eu une motion de censure, mais la motion de censure d'il y a un mois, c'était au sein du parti de Theresa May, donc c'était les membres de son parti qui essayaient de la putcher. C'était pas passé, et là ils peuvent plus déclencher de motion de censure pendant un an au sein du parti, c'est les règles du parti. Là c'est une motion de censure au Parlement, qui, si elle aboutit, amènerait à la démission de Theresa May et probablement à l'arrivée au pouvoir de Jeremy Corbyn, qui est donc les travaillistes, la gauche de l'autre côté. Mais soyons clairs, peu probable que ça passe. On ne sait jamais, mais peu probable. Donc première solution, c'est ça. Deuxième solution, que le gouvernement remette aux voix l'accord et qu'il passe. Franchement, on n'y croit pas. Troisième solution, que de nouvelles élections générales soient convoquées. Quatrième solution, qu'un second référendum ait lieu. Cinquième solution, un no deal évidemment. Donc c'est-à-dire pas que l'accord actuellement discuté ne rentre jamais en vigueur et qu'au final il n'y ait pas d'accord qui règle la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, et du coup on revient au droit antécédent à l'entrée du Royaume-Uni dans l'Union européenne.
sixième solution, attendez, 1, 2, 3, sixième solution que l'Union européenne, que les chefs d'État de l'Union européenne, la Commission, etc., acceptent de renégocier un nouvel accord. Extrêmement peu probable, hein, c'est pas par hasard si tous les chefs d'État passent leur temps à dire, et les membres des institutions européennes passent leur temps à dire il n'y aura pas de nouvelles négociations, parce qu'ils veulent signifier au Parlement anglais c'est ça ou rien. Et en plus, pour l'Union européenne, accepter de nouvelles négociations, ça voudrait dire en fait, on est faible, on accepte de faire demi-tour, et voilà. Ils n'ont évidemment pas du tout envie de donner cette image-là à d'autres pays qui pourraient penser à une sortie. Et en plus de ça, surtout, il y a une vraie question qui se pose, quelle que soit l'option qui est choisie, qui est l'option de la deadline. Parce que la deadline, c'est le 29 mars, si je ne dis pas de bêtises. Oui. Merci, cher Régie. De rien. Et le 29 mars, le 29 mars, il y a no deal, sauf s'ils trouvent un accord pour repousser la deadline, ce qui peut être, ça c'est un truc qui peut être évoqué, qui est sans doute le plus probable, en tout cas à court terme. Le seul souci, c'est que quand bien même ils repousseraient, ils ne peuvent pas repousser au-delà de la date des élections européennes, donc 26 mai, 29 mai, je ne sais plus, 26 mai je crois, 26, 27 mai ou 29 mai, je ne sais plus, 26 mai je crois. Précision. Pourquoi ça ne peut pas aller au-delà de ça? Parce que si le Royaume-Uni est encore membre de l'Union européenne à cette date-là, alors il faut que le Royaume-Uni participe aux élections européennes. Et évidemment, personne ne le souhaite des deux côtés. Du coup, voilà. C'est du 23 au 26. Du 23 au 26, mais en France, c'est le 26. Voilà. Mais donc, du coup, ce serait le 23 à la limite, je pense. Je pense, ouais. Faudra vérifier, mais je pense que ce serait le 23. Quid de Boris Johnson, qui est aussi en embuscade pour récupérer Downing Street? Effectivement. Est-ce que... Bon, a priori, Boris Johnson, il y a quand même peu de chance dans la mesure où... sauf si Theresa May démissionne, mais a priori, il n'est pas parti pour. Mais dans la mesure où le putsch interne au parti a foiré, je ne crois pas qu'il ait d'autres moyens, je me trompe peut-être, hein, je ne suis pas un grand expert de la politique anglaise, mais je ne crois pas qu'il ait d'autres moyens d'accéder au pouvoir, sauf si elle part. Ou alors dans un an, avec une autre motion de censure au sein du parti de Theresa May. Il ne tient pas à le prendre en ce moment, il n'y a que des coups à perdre, que des coups à prendre, effectivement. Moi, je serais un homme politique en ce moment. Alors, ça dépend. Si vous arrivez à prendre le pouvoir et que vous résolvez la situation de la meilleure manière possible, quoi que ça veuille dire pour le Royaume-Uni, c'est royal, parce que derrière vous avez une légitimité politique qui est assise pendant des années et vous marquez l'histoire du pays. Mais en revanche, si c'est venir pour se faire martyriser et se faire maltraiter et au final foirer, effectivement il y a beaucoup de coups à prendre et c'est un peu ce qui est en train d'arriver à Theresa May en fait. Theresa May qui avait rien demandé, si elle voulait quand même être première ministre, mais voilà quoi. Parce que Theresa May, il faut se rappeler quand même qu'avant le référendum sur le Brexit, elle était contre le Brexit. Donc elle est arrivée au pouvoir après la sortie de David Cameron, le Premier ministre précédent, en disant moi j'étais contre, mais c'est la volonté du peuple anglais, donc du coup on va le faire. Et vous voyez, c'est compliqué quoi. Si motion de censure... Oui, si la motion de censure... pourquoi c'était... Si la motion passe, ils refont des élections du coup. Du coup, Perceval t'a répondu. Alors, j'avais pas le détail sur le nombre de jours, pour être tout à fait honnête, mais effectivement, s'il y a une motion de censure, en général... on aboutit à, dans ces régimes politiques-là, parce que pour rappel, évidemment, la Grande-Bretagne et la France ne fonctionnent pas de la même manière, enfin au Royaume-Uni et la France, Royaume-Uni ou la Grande-Bretagne, je ne sais jamais. Bref, de l'autre côté de la Manche, ils ne fonctionnent pas de la même manière que chez nous. S'il y a une motion de censure, en général, ça aboutit à des élections anticipées, des élections générales, c'est l'équivalent des élections législatives chez nous. Alors Perceval précise qu'ils ont 14 jours pour reformer un gouvernement, et si le nouveau gouvernement n'obtient pas la confiance de la Chambre des communes, nouvelles élections générales courant mai. Alors attends, je lis ton message d'Ondorgan. Je sais pas quelle était la position d'Acropolis sur le sujet. Je sais même pas si on a une position sur le sujet. On est surtout curieux de votre avis.
moi, j'ai pas spécialement Par rapport à quel sujet t'as dit? au référendum de 2005. Je suis pas sûr qu'on ait une position là-dessus. Ouais, je suis vraiment non, pas certain. J'en sais rien, mais je vous avoue que j'ai pas vu toutes les émissions de Jean, donc je saurais pas vous dire ce qu'il en pensait, et voilà. Oui, mais la question c'est, est-ce qu'une solution qui fasse l'unanimité existe seulement? C'est à peu près certain, Paul Sauveur, qu'une solution qui fasse l'unanimité n'existe pas, mais en même temps c'est un peu tout le temps le cas en politique, hein. Le désaccord en politique c'est un peu la constante, et c'est normal, hein. C'est normal que si tout le monde était d'accord, ce serait quand même étrange comme ambiance. Il passe beaucoup de temps en vacances, il était vu au Costa Rica en train de faire du surf. Qui ça, Jean? Non, je crois pas. Non, pas Jean. Ah non, David Cameron, oui, ok, pardon. Écoutez, je sais pas ce qu'il fait. Je sais que Obama faisait du kitesurf, je crois, ou je sais plus. Donc voilà. Et l'autre gros sujet du jour, évidemment, et donc on va quitter cette fois-ci la politique internationale, la position d'Acropolis. Et t'en penses quoi, toi, effectivement? Qu'est-ce que tu en penses? Absolument. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, le chat? Une position qui obtient la majorité au Parlement du Royaume-Uni n'existe pas non plus, effectivement. C'est un peu tout le nœud du problème en ce moment. Et ce qui est fou, c'est que même une majorité, parce qu'il n'est même pas question d'une majorité absolue, c'est-à-dire 50% des voix du Parlement plus une. Là, c'est même apparemment d'obtenir une majorité relative. Non, je suis en train de dire une connerie. Je suis en train de dire une connerie puisque. C'est pas la première fois, de toute façon. Non, parce que si, en fait, il y a une majorité, mais la majorité, c'est qu'elle est contre l'accord. Donc, dernière info par François, Jean n'est plus en stream car en vac sous les îles. Effectivement, c'est ça. Non, Jean, il réfléchit en ce moment à un format pour participer, un format d'émission qui permettrait de participer au grand débat. On ne sait pas encore, on en papote, on vous tient au courant. Ça tease à foison, c'est formidable. Ça ne veut pas dire qu'il y aura un truc, mais si jamais on trouve un format qui nous satisfait, qui nous paraît satisfaisant pour vous, on vous tiendra au courant. Bref, deuxième grosse info du jour. Je bois un petit coup. Tiens, meuble, bon courage. Attention. Vous allez dans quelques instants avoir la deuxième grosse info du jour par François. Deuxième grosse info du jour, évidemment, c'est l'intervention d'Emmanuel Macron hier devant les maires de l'Eure, EURE, pas l'Eure. Leur mère. Et si vous cherchez un format, le 16/9, c'est pas mal. Merci Carpastec. Merci. Nickel. Heureusement que t'es là. Une nouvelle élection des parlementaires ne changerait rien au bordel, à part que le temps d'organiser l'élection, la date limite serait dépassée et le no deal arriverait par défaut. Effectivement, Fanny Dufossé, tu nous as toujours pas dit si c'est Dufossé ou Dufosse, ou alors si tu l'as dit, je l'ai pas lu, désolé. Mais effectivement, ça ne résoudrait pas le souci et ça repousserait toutes les discussions probablement après la deadline. Et ce serait problématique, quand bien même il y aurait un accord pour repousser la deadline, comme je vous ai dit, à cause des élections européennes qui arrivent fin mai. De toute façon, au plus tard, ça ne peut arriver que fin mai, sauf à trouver un truc pour que, ou alors bon, évidemment, changer les traités complètement pour dire que tu peux être membre de l'Union européenne sans avoir de député européen. J'y crois zéro. Mais sinon, faire participer la Grande-Bretagne aux élections européennes, leur faire élire des députés européens, mais ce qui veut dire du coup probablement peut-être, je suis pas sûr, mais il faudrait lire les traités, mais ce qui voudrait dire une fois leur départ acté, je pense reconvoquer de nouvelles élections européennes. Je suis pas sûr, faudrait vérifier, mais bon, compliqué quoi. Bref, autre sujet, et cette fois-ci on passe sur la politique française. Emmanuel Macron qui hier a parlé devant, je crois, 600 maires, un truc comme ça, de l'Eure et de la région, à Bourg quelque chose, Macron, attendez. Bourterould. C'est quoi cette écharpe à la Christophe Barbier? Fallait être là au début du stream, Nibal. Mais salut à toi. Non, c'est juste que j'ai froid. Il a parlé effectivement pendant 6 heures à Bourterould. Ça se dit Bourterould, Zegdar? Bourterould, oui. Devant, je crois, 600 maires. Et vous avez sans doute Bourterould pour la prononciation. Merci, Zegdar. Et vous avez sans doute entendu les échos de cette conversation et d'une autre qu'il a eue dans un conseil municipal auquel il a assisté. Évidemment, les deux grandes phrases, c'est celles par lesquelles j'ai introduit ce stream, qui étaient, enfin les deux grandes phrases que tout le monde a retenues pour l'instant.
Pourquoi j'ai pas reçu de notif? C'est une bonne question, Popoline. On saurait pas te répondre. Enfin, moi, je saurais pas te répondre. Non, bah, ça arrive. C'est Twitch, ouais. C'est de la vie. Et donc, ouais, les deux grandes citations qui ont émergé d'hier, c'est les gens en situation, alors qui a été citée pendant la séance de questions d'actualité au gouvernement hier, c'est les gens en situation de difficulté, on va davantage les responsabiliser car il y en a qui font bien et il y en a qui déconnent. Et l'autre, moi où j'habite, on en trouve du travail. Les deux grandes phrases d'hier qui évidemment ont marqué les esprits et ont provoqué contexte exactement, c'est une question tout à fait pertinente, et qui ont provoqué comment on dit, les protestations de l'opposition. Nul doute qu'on en entendra parler un peu aujourd'hui. Et évidemment, pour parler un peu plus de fond, vous avez sans doute vu que le site du Grand Débat qu'on vous postait hier dans le chat a été mis en ligne, granddébat.fr, pour répondre au courrier d'Emmanuel Macron. Hein. D'ailleurs aussi, autre info, le courrier d'Emmanuel Macron qui va être envoyé au format papier à tous les Français. Et donc ouais, le courrier d'Emmanuel Macron, vous pouvez y répondre sur le site granddébat.fr aux questions qui sont posées par Emmanuel Macron dans ce courrier. Belle introduction pour ce 6545e épisode du Pompier Pyromane. Oui, je sais pas si vous avez vu le tweet de... Merde. Je sais plus, mais enfin un tweet assez rigolo. Les noms te manquent en ce moment. Ouais, j'ai des trous de mémoire. Ce qui est horrible en plus quand vous présentez une émission comme ça, c'est quand vous avez un trou de mémoire dans votre tête, vous êtes là en train de vous dire putain non pas ça, et en fait ça vous empêche de penser au truc pour essayer de trouver le. T'as l'impression que ça dure pendant des heures. En plus. Mais donc ouais, un tweet rigolo de quelqu'un qui disait le pompier pyromane avec un gif d'un mec qui est avec une lance à incendie, enfin pas une lance à incendie, un lance-flamme en fait plutôt. Donc voilà, moi aussi je trouve que sur Acropolis il y en a qui font bien Couvre-Raphaël et d'autres qui font mal. François, écoute, Kylian, je suis ravi que ma prestation te plaise. Guillaume Meurice nous dit. Guillaume Meurice, c'est ça, merci beaucoup. En pleine crise des gilets jaunes, dire ça c'est pas un peu de la provoque volontaire? J'en sais rien, je suis pas dans sa tête. C'est pas la première fois qu'il fait de la provoque un peu comme ça. Donc, ouais, bien sûr. Je pense pas que ce soit spécifiquement. Après, le truc, c'est que pendant longtemps, les observateurs pensaient que c'était des sorties maîtrisées et volontaires pour provoquer, et aujourd'hui, beaucoup pensent que, en fait, il comprend pas, il est complètement déconnecté des réalités. La réalité, on sait rien, personne n'est dans sa tête, mais voilà, on ne saura jamais vraiment ce qu'il en est. C'est un peu le paradoxe, les personnes qui ont assisté aux 7 heures de débat sont plutôt rassurées par Macron. Tiens, j'ai une idée de Stropole. Tu peux nous faire un petit Stropole ? On va demander, voir si le chat est honnête. Qui a regardé les 7 heures d'Emmanuel Macron hier ? Voir si vous êtes honnête. Enfin, Stropole, il n'y a personne qui va dire oui. Hein. Ben justement, on va voir si le chat est honnête. Okay. Mais oui, moi j'ai regardé quelques extraits de son intervention hier qui a duré 6-7 heures effectivement, et ce qu'il en sort en tout cas dans les extraits que j'ai vus, c'est quand même il est extrêmement bon dans ce format-là. Quand il est sur scène en discussion avec les gens, c'est indéniable, il sait faire, il sait bien faire, il est très bon pour ce format-là. Le seul souci c'est qu'il est mauvais, enfin le seul souci. Un souci, c'est qu'il est mauvais dans d'autres formats de communication. Évidemment, toutes les interventions télévisées, à chaque fois, tout le monde en sort en se disant « mais qu'est-ce que c'était que ça ?» Parce que le rythme est bâtard, parfois la technique est foirée, parfois, enfin, on se souvient de l'intervention où il est presque limite au coin du feu et l'image est trop sombre à l'Élysée. Donc voilà, mais j'ai regardé le match de hand France-Allemagne, c'était beaucoup plus intéressant. Évidemment, il y a encore des problèmes d'accent, mais bon, c'est pas grave. D'accent. Ah oui, ouais. Bon. Ah. D'apostrophe, en l'occurrence. Ouais. Apostrophe, oui. Ah, il y a 3 personnes qui ont regardé les 7 heures. Présentez-vous dans le chat. On est très peu à mentir. Présentez-vous dans le chat si jamais vous avez regardé les 7 heures. Transformer l'assemblée de maires en assemblée de collaborateurs n'est-il pas problématique ? On peut dire ça, mais en même temps, bon, il faut savoir à un moment, est-ce que... parce qu'on peut pas lui reprocher à la fois... Enfin, il faut être cohérent, quoi. On peut pas lui reprocher à la fois de jamais parler au maire et de parler au maire. Il y a un moment, il parle au maire, c'est pas plus mal aussi. C'est un des... Je sais pas si on peut dire que c'est un corps intermédiaire, mais enfin, c'est un moyen... Ils sont quand même très au contact au quotidien des Français, les maires. Ils sont très proches du peuple en vrai, et donc pour faire de la remontée d'informations, le contact avec les maires c'est important. C'est pour ça aussi que
il me semble, c'est peut-être un vécu que j'ai et que vous n'avez pas, mais il me semble que les partis avant faisaient moins de bourdes en tout cas, parce qu'ils avaient les maires derrière qui étaient plus proches des réalités d'une certaine manière. Et d'ailleurs aussi beaucoup de gens qui étaient contre l'interdiction du cumul des mandats, donc évidemment des concernés, hein, disaient oui mais regardez, le fait d'avoir un mandat de maire et un mandat de député, ça me permet de garder un contact avec le terrain. Est-ce que c'est vrai ou pas? J'en sais rien et je suis pas en train de dire que je suis d'accord avec eux ou pas d'accord, c'est pas, ne vous me prenez pas, mais voilà, on peut pas, il me semble qu'on peut pas lui reprocher à la fois de ne pas parler aux maires, de ne pas être au congrès des maires, de ne pas les écouter, de même pas les entendre, de même pas dialoguer avec eux, d'un côté, et en parallèle, à chaque fois qu'il fait un tout petit geste, parce que je veux dire, il a écouté qu'une partie des maires, il y a 35 000 communes en France, il a écouté 600 maires, il en reste 35 500 avec lesquels dialoguer s'il veut. Évidemment, il y a des institutions pour ça, il y a l'Association des maires de France, l'Association des maires ruraux, etc., etc. Donc bon, mais là, il fait un geste vis-à-vis des maires, il discute avec les maires, on peut pas lui dire, bon, voilà quoi. Macron est quelqu'un de talentueux, mais ça veut pas dire pour autant que sa politique est bonne. C'est un avis. Mais alors moi je parlais de talent, en tout cas de talent oratoire quand il est en discussion avec les maires. Vous avez vu qu'à la fin les maires lui ont fait une standing ovation, etc., etc. quoi. Macron et les autres présidents, la maladresse de Hollande, l'arrogance de Sarkozy, l'analyse de Chirac, le rapport aux alarmes de Mitterrand, la connexion aux Français de VGE, le Saint-Tropez de Pompidou, le bureau de De Gaulle. On a parlé du sondage européen qui est sorti aujourd'hui. Non, quel est le sondage? Ah oui, si, je crois que si on parle du même, je ne sais pas, mais qui donne En Marche En Marche en progression et le Front National le Rassemblement National en régression, c'est ça, à Zurich? Ça faisait opération de rattrapage après son absence au Congrès des maires. Effectivement, ça faisait opération de rattrapage. Mais en même temps, oui, il s'est mis les maires à dos. C'est pas plus mal qu'il retourne discuter avec eux de temps en temps, quoi. Ça change quoi la vie politique du pays à la retranscription de sa politique dans la vie des citoyens, qu'il ait fait ou pas une bonne prestation hier? C'est une bonne question, Zan Matar. Dans le fond, ça change rien. Après, ça faisait longtemps, il me semble, que le gouvernement avait pas eu une séquence de communication un peu réussie. Je ne veux pas dire complètement réussi, parce qu'évidemment, il y a les deux phrases polémiques, mais un peu réussi et pas complètement raté, qui ne soit pas un fiasco en termes de communication. Donc, c'est déjà ça de prix pour eux, quoi. Je crois que nous avons une image. Eh bien, nickel. Envoyons un petit générique et on se retrouve dans une seconde. À tout de suite. Et oui, la régie est super, comme tu le dis, Jésus du ciel. Effectivement, on a la meilleure régie du monde. Vous voyez, on a l'image du Palais Bourbon. Alors, petite info très vite, et après on continue de discuter. Je vous rappelle que après les séances de questions d'actualité au gouvernement, on ne va pas discuter entre nous, puisqu'il y a une seconde émission. Ce n'est pas Question aux sénateurs qui revient la semaine prochaine. L'émission que vous suivrez, qu'on vous invite à suivre cet après-midi sur Acropolis, c'est le commentaire de l'audition par la commission des lois constituée en commission d'enquête du Sénat. Audition de Christophe Castaner et Jean-Yves Le Drian, ministre de l'Intérieur et des Affaires étrangères respectivement. Ils sont auditionnés par le Sénat dans le cadre de l'affaire Benalla, Alexandre Benalla qui n'avait pas rendu ses passeports diplomatiques, vous le savez. On suivra ça tout à l'heure à partir de 16h, 16h30. Et donc on vous invite à nous rejoindre. On continue nos discussions avant que la séance commence. Macron a-t-il parlé du référendum d'initiative citoyenne? Je ne sais pas. Quels sont ses arguments contre? Je ne sais pas. Je ne vois pas comment on peut être opposé à plus de démocratie. On peut bien entendu l'être sur les référendums. Il y a beaucoup de choses qui ont été écrites sur les référendums. Il y a beaucoup de gens qui estiment que les référendums, en fait, ça devient tout de suite des plébiscites et que, on l'a vu nous dans l'exercice des référendums en France, que quand on pose une question, peu importe le contenu de la question, c'est instrumentalisé en pour ou contre le pouvoir en place et que du coup, en fait, c'est un très mauvais instrument de démocratie. Il y a des gens qui pensent ça. Voilà. Après, il y a aussi des gens qui pensent que c'est un excellent instrument de démocratie. Il y a du juste et du faux des deux côtés sans doute, mais on peut être contre plus de démocratie parce que c'est pas aussi simple que ça, ces questions-là.
Ce qui est intéressant dans le sondage européen, c'est que dans le cas d'une liste Gilets jaunes, les scores de La République En Marche et les Républicains ne bougent pas, contrairement au Rassemblement National, France Insoumise et Debout la France. Tout à fait. Après, le truc, c'est qu'une liste Gilets jaunes, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'une liste Gilets jaunes conduite par Francis Lalanne, c'est la même chose qu'une liste Gilets jaunes conduite par Éric Cantona, par exemple? J'en sais rien. Il faut savoir qui est dans cette liste Gilets jaunes, comment, etc. C'est pas... Superbe exemple. Hein. Non, mais je prends des exemples pour... voilà. Je veux dire, je vais pas lire une liste Gilets jaunes dirigée par attention à ce que tu veux dire. Nicolas Dupont-Aignan. Ah. Benalla est quand même connu pour autre chose que ses passeports, non? Oui, effectivement, mais ça rentre dans le cadre de l'affaire Benalla, le truc des passeports. Il y a un débat sur le Brexit après dans le programme. De quel programme tu parles? À l'Assemblée, je ne sais pas. En revanche, je sais qu'il y a une question qui va être posée à l'Assemblée sur le Brexit. Tu sais de qui? En gros, non, mais en fait, si tu regardes en haut, il y a, sur le texte. Ah oui, il y a retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne. Parce que pour rappel, il y a je ne sais pas où en est la loi en question, mais il y a une loi, un projet d'habilitation à légiférer par ordonnance qui était dans les valises. Je ne sais pas où il en est dans où en est l'examen de ce projet de loi, mais donc un projet de loi qui avait pour objet de permettre au gouvernement de faire toute une série d'ordonnances. Une des ordonnances, c'est des trucs qui deviendront l'équivalent d'une loi plus tard, je simplifie, au cas où il y a un no deal, pour que le gouvernement puisse prendre les mesures pour parer à ce no deal. Il est vide l'hémicycle. Bah non, il se remplit petit à petit, c'est normal, regardez, les députés arrivent. Salut Lady Cassidy. Bah, si c'est d'initiative populaire, ce ne sera pas contre le pouvoir en place. Alors le truc, c'est que le référendum d'initiative populaire, d'initiative partagée, il existe déjà. Donc il y a déjà un mécanisme comme ça. Mais il faut un certain nombre de députés et une partie de la population. Et voilà. Et c'est toujours des questions techniques, ces questions-là. C'est est-ce que quel est le seuil qu'il faut pour qu'un référendum... je vais vous retrouver ça. Il y a un thread très intéressant d'un juriste sur Twitter qui s'appelle Luis Matoge, sur Twitter. On va vous retrouver ça. Où il explique toutes les questions techniques que pose cette problématique de référendum d'initiative citoyenne. Qui sont des questions de seuil, de comment, est-ce que ce référendum il est contraignant pour le gouvernement ou pas? Est-ce que ce qui est mis au référendum c'est exactement une proposition de loi, ou est-ce que c'est juste une question qui indique une intention sur une loi? Est-ce que le gouvernement est tenu de faire adopter la loi dans un certain délai? Est-ce que la loi peut être amendée ou pas? Est-ce que, vous voyez, c'est plein de questions techniques qui se posent. C'est simple de dire il faut un référendum d'initiative citoyenne, mais la réalité c'est que c'est pas si simple que ça, quoi. Est-ce que le gouvernement a connaissance des questions à l'avance? Oui et non. La réponse c'est pas forcément. La réponse plus complète, c'est que pour les députés de la majorité, c'est souvent le cas. Pour les députés de l'opposition, c'est souvent pas le cas, sauf si c'est une question sur un sujet précis, technique, auquel le député veut une réponse technique et précise. Mais si c'est une question politique pour dire je suis pas d'accord avec vous, en général, les députés de l'opposition n'informent pas le gouvernement du contenu de la question. En revanche, le gouvernement a la liste des orateurs, comme nous tous, sur la feuille jaune, et du coup peut deviner un peu, peut essayer de deviner un peu sur quoi va porter la question, parce que chaque député a un peu sa spécialité. Enfin, en gros. Pourquoi je demande... Ah oui, non, ok. La question du RIC n'est pas indépendante de la question constitutionnelle. Tout à fait. Un RIC posé dans la 5ème République n'a rien à voir avec un RIC dans un autre régime. Tout à fait. X brouhaha. Sébastien Jumel. On écoute, c'est le début de la séance. On écoute ça. Et on suit ça avec d'abord, pour commencer... Vous avez raté la séance de rattrapage du Congrès des maires que le président de la République s'est offert hier avec des maires normands. Sébastien Jumel. Sur le volet. Les 20 premières questions suggérées, des premiers rangs qui applaudissent en cadence les réponses présidentielles, une ambiance salon des maires qui occupe les chaînes en continu, et un président La Palisse qui répète « J'aime la proximité, demain il fera beau s'il ne pleut pas peut-être ». La Palisse, c'est... Quelques vraies questions sur l'abandon des communes. Personne monter en haut. Du plan de com, un lancement de débat sur le mode descendre en bas. École de management. On promet de tous dire, sauf que l'arbitre porte la couleur de l'équipe gouvernementale et joue à domicile.
Mais le vrai sujet, c'est qu'il fallait hier laisser le maillot jaune au vestiaire, ranger dans les coffres les gilets de la colère, sous peine d'amende de 135 €, le prix d'un gilet doré. Alors, Check News de Libération a traité ce sujet-là. On a un problème de... Peut-être actualise la page. Rebonjour à tous. Nous sommes le 16 janvier, il est 20h30 et nous allons, 20h24 très précisément, et nous allons suivre en carrément différé une partie de séance de questions d'actualité au gouvernement. Pour rappel, aujourd'hui on a suivi les auditions du directeur de cabinet de l'Élysée et des ministres de l'Intérieur et des Affaires étrangères, et du coup on n'a pas pu suivre les QAG. De toute façon, la séance de questions d'actualité au gouvernement a eu un bug technique, et donc du coup nous n'avons pas l'intégralité du replay, donc on va pouvoir suivre ensemble là qu'une partie de la séance, une petite trentaine de minutes qu'on va commencer, 30 minutes exactement, qu'on va commencer très vite. Les questions qui étaient venues avant, les questions qu'on va voir là maintenant, parce que j'ai le détail des questions qui ont été posées. Ouais, si vous voulez, allez, vas-y. Donc avant la prochaine question, du coup, qui sera une question de Jean-Louis Bricou, nous avons eu une question sur le congrès des maires avec le président de la République, une question sur le retour, un retour sur le débat animé entre le PR, je pense que c'est le président, et la dimension territoriale du GDN. Ok, du GDN. Ouais. Ensuite, il y a eu donc encore une fois le congrès des maires avec Emmanuel Macron. Il y a eu la suppression de la taxe d'habitation, la lutte contre le cancer du poumon. GDN, c'est gestion des droits numériques, j'imagine. Je suppose que c'est ça. Il y a eu une question sur les négociations entre la grande distribution et les agriculteurs, sur la natalité en baisse et le renouvellement naturel de la population, et une question sur le Brexit. Voilà, merci, c'était nécessaire. C'était nécessaire. Voilà, donc il y a eu 8 questions du coup. Ok. Bon, et ben voilà. Écoutez, si vous voulez les revoir, je pense qu'il faudra essayer de trouver un replay sur LCP, de LCP, c'est possible, parce que visiblement GDN évidemment, grand débat national. T'as raison, Alexandre. Mais oui, oui, le GDN, oui. Qu'on est con. Merci beaucoup. Ouais. Et on a raté une question Brexit, et c'est dommage. Donc voilà, on fonce dans cette séance de questions d'actualité pour une petite de questions d'actualité au gouvernement pour une petite demi-heure. On va bâcler ça très vite, pour être très honnête. Pas bâcler, mais boucler ça, pardon. On va faire un générique. On va boucler ça très vite. Incroyable. Pour une petite demi-heure. Générique, à tout de suite. Merci. Et attends, du coup, ce qu'on pourra faire pour le replay YouTube, c'est mettre l'intro de tout à l'heure à 14h et coller ça maintenant, nickel. Faire comme si... Allez, on commence, on écoute, on est vers quoi, la 7e question, c'est ça, un truc comme ça? La 8e question. 8e question, on écoute. Et du coup, je vais reprendre les fiches. Si Jean-Louis Bricou... Parle, Jean-Louis Bricou. Merci, Madame la Ministre. On t'écoute, Jean-Louis Bricou. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Madame la Ministre de la Cohésion des Territoires et concerne... Et oui, c'est plus 15 questions, effectivement. ...que rencontrent nos petites villes et leurs petits commerces. Certes, au gouvernement, nos actions n'étaient pas parfaites, mais tout ce qui était bien, vous l'avez balancé. Fin des contrats centre-bourg, expiration des contrats de ruralité, achèvement du FISAC, affaiblissement des outils et des réseaux de développement commerciaux et économiques, le réseau des CCI, des maisons d'emploi, et j'en passe. Au même titre que les villes moyennes, nos petites villes, moins de 10 000 habitants, ont besoin d'être accompagnées pour améliorer l'ambiance commerciale et proposer les premiers niveaux de service. Le dispositif Cœur de Ville doit donc être étendu aux petites villes et avec des fonds qui leur sont dédiés. Il y a urgence. Avez-vous conscience du cumul des difficultés de nos petits commerces? Ou êtes-vous aveuglé par votre société du tout numérique et vos logiques de métropolisation? Manque de pouvoir d'achat, siphonnage de la clientèle par la grande distribution, plus ou moins proche, explosion de l'e-commerce, surface commerciale quelquefois mal adaptée, nos petits commerces n'en peuvent plus. C'est pourtant la vie et la dynamique de nos territoires ruraux. Arrêtez donc de tergiverser, pour ne pas dire déconner. Agissez vite. Pour citer le président de la République. Vos propositions pour alléger les charges fixes, aujourd'hui disproportionnées au regard de la densité des zones de chalandise.
Vos propositions La zone d'achalandise, c'est autour d'un à soutenir leur commerce. magasin. Vos propositions pour Les gens qui accompagner viennent dans ce les magasin, solutions du futur, comme le commerce unifié par exemple, en trouvant ces solutions de rapprochement entre nos petits commerces et vos plateformes numériques. Il est temps de passer à la vitesse supérieure, c'est d'ailleurs d'actualité. Alors remuez-vous, nom d'une pipe. Merci, monsieur. Ça tacle le président. La parole Donc une est question à de Jean-Louis Bricout. Il est député socialiste de l'Aisne, ancien collab parlementaire. ministre Il est au PS évidemment. Il est issu d'une famille d'ouvriers. C'est intéressant. avec les collectivités territoriales. Il a travaillé Merci, chez Monsieur France le Président. Télécom. Monsieur le Ancien député maire, d'ailleurs. Jean-Louis Bricout. Le gouvernement, vous le savez, a fait de l'attractivité des petites villes et des villes moyennes l'un des axes centraux de son action en matière d'aménagement des territoires. Car oui, nous avons conscience, Monsieur Bricout, que ces petites villes ont souvent été les oubliées des précédentes politiques d'aménagement du territoire. Cela a eu pour effet... Il a commencé sa question en disant « Nous, au gouvernement avant, on avait bien fait ». Qui, pour certaines, ont vu leur population diminuer au même rythme que les services essentiels et les commerces disparaissaient au profit des grandes surfaces. Pour lutter contre cela, le gouvernement a lancé il y a bientôt un an le plan Action Cœur de Ville qui mobilise, vous le savez, 5 milliards d'euros pour rénover les logements, les commerces, les espaces publics et développer les nouveaux services. Depuis son lancement, 1600 projets ont été soutenus et sont en cours de déploiement. Mais il fallait aller plus loin, mais Monsieur Bricout, j'y viens. Il fallait aller plus loin avec des mesures concrètes. Et vous savez que dans la loi Elan, un certain nombre de décisions ont été prises. C'est tout le sens des opérations de revitalisation du territoire, les fameuses ORT, prévues donc par la loi Elan, qui permettent un permis d'aménager multisite, un droit de préemption urbain renforcé, un droit de préemption sur les fonds artisanaux de commerce, les baux commerciaux pour faciliter l'installation de nouvelles activités commerçantes et artisanales dans les petites villes. Ce sont des outils qui vont permettre de construire une nouvelle démarche spécifique en faveur des centres-bourgs qui connaissent des préoccupations similaires à celles des communes qui ont été retenues dans le plan Action Cœur de Ville. Monsieur le député, le gouvernement partage pleinement votre souci et c'est la raison pour laquelle nous allons effectivement mettre en place un plan pour les petites villes avec restructuration pour l'habitat, restructuration pour le commerce. La parole est à monsieur Éric Le Botorel. nom d'une pipe était évidemment Merci, Monsieur le Président. un clin d'œil à C'est de la pipe, S'adresse au ce qu'a dit ministre de Emmanuel l'Économie Macron et j'y associe à ma propos de collègue du rétablissement Marie-Pierre de l'ISF. Monsieur le ministre, l'actualité nous rappelle régulièrement à l'urgence d'assurer notre souveraineté numérique. Le président de la République l'évoquait encore lorsque, le 12 novembre dernier, il a annoncé le soutien de la France à l'appel de Paris pour la confiance et la sécurité dans le cyberespace. La nature des cyberattaques que nous subissons aujourd'hui peut en effet conduire à paralyser le fonctionnement de nos services de sécurité stratégiques, de nos entreprises ou de nos services publics. En cette matière, la maîtrise de nos choix d'infrastructures et la fabrication des composants électroniques constituent un élément fondamental. Et nous ne pouvons d'ailleurs pas échapper au débat sur la place prise par les entreprises américaines et chinoises sur ces marchés. En Europe, nous avons la chance, sur les infrastructures, de posséder deux entreprises d'envergure internationale, Ericsson et Nokia. Hier, Nokia a annoncé un nouveau plan de réduction des effectifs au niveau mondial qui touche notamment ces deux sites français de Lannion et de Saclay. Le plan concerne principalement les fonctions support. Au total, ce sont 460 postes qui seront supprimés d'ici 2020. Je voudrais rappeler que Lannion, berceau historique des télécoms et aujourd'hui en pointe sur les sujets du numérique et de la photonique, a déjà particulièrement souffert lors des précédents plans sociaux engagés par le groupe. Or, quand un major de notre écosystème éternue, il n'est pas rare que les autres s'enrhument juste après. Monsieur le ministre, nous tenons tous à la présence de Nokia sur le territoire lagnonnais et je souhaite saluer ici l'expertise de nos ingénieurs sur la 5G et la cybersécurité. Aussi, comment le gouvernement, sensible à ces sujets de souveraineté et d'indépendance numérique, réagit-il à cette décision d'un équipementier majeur européen? Comment entend-il agir pour garantir la pérennité de ces sites français? Car j'exprime là les inquiétudes des salariés et des représentants du personnel. Je vous remercie. Éric Botorel, il est ancien commercial en informatique et télécommunications et réserviste des forces de cyberdéfense opérationnelle depuis octobre 2016. Et sa question porte sur la souveraineté nationale dans le cadre des suppressions de postes de Nokia. Je rappelle que c'est 4000 emplois
en France. Nokia a annoncé dans le cadre d'un plan mondial la limitation de 460 emplois sur 2 ans sur le territoire français. La secrétaire d'État Agnès Pannier a rencontré la direction de Nokia. Je verrai moi-même le président de Nokia dans quelques jours pour rappeler les 3 lignes sur lesquelles nous sommes tombés d'accord. La première, aucun départ contraint parmi ces 460 emplois. La deuxième ligne, aucune fermeture de site. Et la troisième ligne, qui est sans doute la plus importante, le maintien d'activités de recherche et de développement de Nokia en France sur la 5G, qui est évidemment la technologie la plus vitale. Ce sera le cas à Nozay pour la 5G et ce sera le cas aussi dans un territoire qui vous touche directement, à Lannion, pour tout ce qui concerne la cybersécurité. Mais au-delà Éric Bothorel, il est député des Côtes-d'Armor. un enjeu de souveraineté numérique qui est vital. La souveraineté numérique, c'est d'abord de l'innovation. Et le Fonds pour l'innovation de rupture qui a été mis en place, 10 milliards d'euros, va nous aider aussi à protéger nos technologies et à gagner en souveraineté numérique. La souveraineté numérique, c'est être capable de résister aux sanctions extraterritoriales américaines, au Cloud Act américain qui permet à n'importe quelle administration américaine d'aller récupérer des données chez un hébergeur lorsque ce sont des données d'entreprises françaises. Nous sommes en train, avec le Premier ministre, de travailler à un dispositif de protection des données stratégiques de nos entreprises pour qu'elles ne puissent pas être récupérées par l'administration américaine ou par la justice américaine sans qu'elles soient averties. Enfin, la souveraineté digitale, c'est aussi la souveraineté digitale européenne, c'est la mise en place du règlement, le RGPD, c'est la mise en place d'un espace numérique européen qui doit nous permettre aussi d'affirmer haut et fort que nous sommes une nation souveraine, mais nous sommes aussi, en matière digitale, un continent pleinement souverain. Et oui, vous êtes la nation souveraine. Après, vous êtes la nation française, vous êtes la nation souveraine, nous dit Bruno Le Maire. En tout cas, nous devons l'être. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de la Transition écologique. Nous avons appris hier stream sur Dailymotion que le tribunal administratif de Lyon avait annulé l'autorisation de mise sur le marché d'un désherbant contenant du glyphosate, ce dont nous nous félicitons. Je rappelle que cette molécule a été classée parmi les cancérigènes probables pour l'homme dès 2015. Le président de la République s'était engagé à supprimer son utilisation dès que des alternatives auraient été trouvées, au plus tard en 2021. La formulation ambiguë du président me semble simplement laisser le temps aux industriels de fabriquer de nouveaux produits au détriment de notre santé. Pourquoi est-il aussi compliqué de faire interdire le glyphosate alors que sa dangerosité est avérée ? Il me semble donc important, Monsieur le ministre, de vous interroger sur le poids des lobbies dans vos prises de décision. Je rappellerai que l'on apprend dans le monde d'hier que le rapport d'expertise préliminaire sur le glyphosate a été un copier-coller à plus de 70% du dossier d'homologation transmis par Monsanto. Or, c'est ce document qui sert de base à la réautorisation du glyphosate en Europe, que Nicolas Hulot a quitté son ministère en dénonçant le poids considérable des lobbies dans la politique française, que l'on ne sait toujours pas comment l'amendement de Madame Batteau a été obtenu par le lobby de l'industrie des pesticides. Une question s'impose, Monsieur le ministre. Qu'en est-il de l'indépendance des politiques face au lobby? Je profite de cette question. C'est une question qui est récurrente, évidemment, à l'Assemblée. Et les personnes qui s'emparent de ces sujets. On se souvient d'une séquence où Valérie Rabault disait arrêtez d'être soumis au lobby. Les lanceurs d'alerte soient traités comme des délinquants, alors que leur objectif est simplement de défendre la santé publique et le bien commun. J'encourage aussi les membres de l'association Campagne Glyphosate, dont les plaintes ont été jugées recevables, à poursuivre et amplifier leurs actions de dépistage. Monsieur le ministre, que comptez-vous mettre en œuvre pour faire la transparence sur les implications des lobbies dans vos décisions politiques et notamment en termes de santé publique? Je vous remercie. Merci, chers collègues. Donc, question de Bénédicte Taurine pour la France Insoumise, députée de l'Ariège. Elle est prof de SVT en disponibilité. Elle a été notamment membre du syndicat national des enseignements du second degré, le SNES. Et sa question porte évidemment sur le poids des lobbies. Vous le savez, nous avons pris une orientation claire. Nous sommes le seul pays de l'Union européenne à organiser dès maintenant la sortie du glyphosate en 3 ans. Il me semble que cette question pose plus sur le poids des lobbies, porte plus sur le poids des lobbies que sur le glyphosate. Pour l'interdire dans 5 ans. Du coup, les questions sont aussi connues à l'avance par le gouvernement. Non. On peut leur communiquer. Voilà quelle est la réalité. Un député peut leur communiquer, mais il n'est pas obligé de le faire. Les députés de la majorité le font souvent. Un autre seul Ceux de pays l'opposition, rarement, quand ils veulent une précision technique, un truc comme ça. Voilà la réalité politique.
sur la question de l'indépendance des agences de sécurité sanitaire et d'évaluation. Au niveau français, l'ANSES est une agence indépendante qui poursuit ses travaux sur ce sujet comme sur bien d'autres produits. Et je tiens à vous dire que l'ANSES, c'est l'Agence nationale de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail. Ont été retirées pour des produits contenant du glyphosate et que nous avons demandé avec Monsieur le ministre de l'Agriculture de réexaminer 50 autorisations sans attendre ce délai de 3 ans. Au niveau européen, nous nous battons, nous faisons partie des pays qui nous battons pour changer le système et pour que l'EFSA, l'agence européenne, puisse s'appuyer sur des études alimentaire indépendantes menées par des organismes publics et non plus en s'appuyant sur les études fournies de sécurité des aliments, pardon. Privées. Autorité européenne de sécurité des aliments. Pour renforcer l'indépendance. Et concrètement, nous agissons au niveau français puisque nous avons nommé un préfet coordinateur, le préfet Biche, pour organiser la mobilisation des filières, la mobilisation des territoires, la mobilisation des agriculteurs pour la sortie du glyphosate et que nous avons dégagé pour cela un budget de 71 millions d'euros dès cette année 2019. Merci, Monsieur le ministre d'État. La parole est à Madame Élodie Jacquier-Laforge. Le préfet Biche. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Madame la ministre des Solidarités et de la Santé. Ce soir sera diffusé sur France 3 le reportage « Enfants placés, les sacrifiés de la République ». Les résultats de cette enquête sont désastreux et montrent qu'en plus d'être déjà extrêmement fragilisés, les enfants subissent de nouvelles violences entre eux et parfois même de la part des personnes censées les protéger. Je précise qu'il ne s'agit pas de stigmatiser les professionnels en charge de ces enfants qui font, pour la plus grande majorité, un travail formidable dans des conditions plus que difficiles. Aujourd'hui, plus de 300 000 enfants sont pris en charge par l'aide sociale à l'enfance et 160 000 sont retirés de leur famille. 70% de ces enfants n'ont aucun diplôme ni aucune formation et 40% des sans domicile fixe de moins de 25 ans sont d'anciens enfants placés. Par ailleurs, sur la protection de l'enfance, les chiffres sont également accablants. 2 enfants meurent sur les coups et les tortures chaque semaine. 73 000 cas de violences sur mineurs sont identifiés chaque année, soit 200 par jour. 70 000 viols sur des mineurs sont recensés chaque année, soit presque 20 par jour, et cela représente 44% des viols. La moitié des victimes de viols et d'agressions sexuelles ont moins de 12 ans et seulement 2% des cas donnent lieu à une condamnation. Ces chiffres représentent l'échec global de notre politique de protection de l'enfance. C'est en ce sens que j'avais proposé dans le cadre de l'examen de la réforme de la justice un amendement qui visait à la mise en place d'une évaluation régulière des dispositifs de protection des enfants et je regrette qu'il n'ait pas pu être adopté. Le gouvernement a lancé ses travaux quant à l'élaboration d'une stratégie nationale de la protection de l'enfance qui a été rendue publique le 20 novembre dernier à l'occasion de la Journée internationale des droits de l'enfant. Il s'est engagé dans une campagne de prévention et de réforme et je salue avec l'ensemble des groupes mouvements démocrates et apparentés cette campagne. Le vote à l'Assemblée nationale de la proposition de loi de ma collègue Maupetit visant à interdire les violences ordinaires est également un premier pas. Il y a eu la nomination d'un haut commissaire dédié à la protection de l'enfance. Je souhaitais donc savoir, Madame la Ministre, où en étaient les travaux à ce jour et quelles actions allaient être entreprises. Je vous remercie. Voilà la question d'Élodie Jacquier-Laforge sur... Oula, non, attendez. La parole est à Madame Agnès Buzyn, ministre des Solidarités et de la Santé. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Élodie Jacquier-Laforge. Donc, députée MoDem de l'Isère, ancienne déléguée générale de la Fédération française des entreprises de crèches. Elle était collaboratrice parlementaire de Jacqueline Gouraud entre 2004 et 2016, qui est aujourd'hui ministre, évidemment. A été lancé le 20 novembre dernier, qui vise à inciter les personnes qui sont témoins de violences faites à des enfants à témoigner au numéro d'appel le 119 qui permet de signaler les enfants en danger. J'ai également diligenté une mission d'appui au groupement d'intérêt public Enfance en danger, qui est l'organisme responsable, entre autres, de ce numéro d'urgence, le 119, pour qu'il puisse davantage organiser le suivi des signalements et nous fournir des statistiques pour évaluer la politique publique de prise en charge des enfants en danger. Vous le savez, cette politique publique, elle est historiquement partagée entre l'État et les départements. L'État va prendre toute sa part dans les réformes à venir, mais les départements sont évidemment responsables du traitement des signalements via les cellules de recueil des informations préoccupantes et via la prise en charge
qu'ils ont à faire des enfants qui ont besoin de protection quand ils ne peuvent pas rester dans leur famille. La nouvelle stratégie que je porte avec Madame la garde des Sceaux, Nicole Belloubet, devra faire l'objet d'une concertation avec l'Assemblée des départements de France et avec les départements. Il y a par exemple la question sensible du délai d'exécution des décisions de justice sur lequel nous devons travailler ensemble. Je vais présenter le 28 janvier prochain, devant le Conseil national de la protection de l'enfance, la feuille de route du gouvernement en matière de protection de l'enfance. Et dans ce cadre, comme vous nous invitez à le faire, nous devrons, avec les départements, réfléchir aux moyens d'assurer un meilleur pilotage des actions à conduire afin de garantir effectivement les droits de l'enfant. Je vous remercie. L'ordre des questions est aléatoire ou c'est le président de l'Assemblée qui essaie de faire un ordre cohérent. Chaque groupe a au moins une question. Les questions sont réparties en proportion du poids des groupes à l'Assemblée nationale. Et dans la mesure du possible, le président essaye d'alterner entre une question de l'opposition et une question de la majorité. Le combat de paperasse à main nue. Voilà ce que j'entendais encore ce matin dans le billet de Nicole Ferroni sur France Inter, relatant les galères des démarches. Oui, les galères des démarches de Nora, mère d'un enfant en situation de handicap. J'ai pensé à Julia et sa mère qui habite mon village, Volx, donc j'ai pris soin en tant qu'infirmière. J'ai pensé à tous ceux en France qui vivent des situations similaires. J'ai pensé à toutes les personnes qui m'interpellent quotidiennement sur le terrain, épuisées par les impasses administratives. Depuis des décennies, nous entendons toujours le même désarroi. C'est intolérable. Nous ne pouvons pas nous y résoudre. Rien ne se fait en un jour. Mais je sais, Madame la Ministre, l'énergie et la volonté qui vous animent, vous et l'ensemble du gouvernement, pour que les situations et les parcours des personnes handicapées ne soient plus chaotiques. Revenons à du bon sens, simplifions. Ne submergeons pas ces familles avec des démarches administratives et redonnons-leur confiance. Notre collègue Adrien Taquet a rendu son rapport en mai 2018. Son nom, plus simple la vie. Quelle belle ambition. Depuis, 2 décrets ont été publiés. Mais ces familles connaissent-elles les avancées? Connaissent-elles leurs droits? Pouvez-vous nous dire où, quand et comment plus simple la vie? Merci. Donc quand est-ce que ce rapport, comment fait la communication de ces mesures? C'est la question que pose Emmanuelle Fontaine-Domézel, députée de La République En Marche des Alpes de Haute-Provence, suppléante de Castaner et infirmière libérale. Et de leurs familles et de leurs proches, la restauration de la confiance dans leur expertise, voilà ce qui conduit le fil rouge de notre engagement. Mon ambition est simple, arrêter de demander aux Français de prouver sans cesse leur handicap pour accéder à leurs droits. Alléger enfin la charge qui pèse sur ceux qu'il faut au contraire soutenir davantage et qui nourrit la défiance entre les institutions et les administrations et les familles. Auprès du Premier ministre, j'ai engagé une politique résolue de simplification en m'appuyant sur l'expertise de la représentation nationale et du secteur associatif, en missionnant, comme vous l'avez dit, conjointement Adrien Taquet et Jean-François Serre. Je suis heureuse de vous confirmer que certaines de leurs propositions sont désormais une réalité. Le 24 et le 27 décembre, un décret a été publié. Enfin, depuis le 1er janvier, maintenant nous avons des droits à vie. Des droits à vie, tels que l'allocation adulte handicapé, la carte mobilité inclusion et bientôt la reconnaissance de qualité de travailleur handicapé. Des droits à vie aussi, des droits pour les 20 ans des enfants sur l'allocation enfants handicapés. Fini le sport de combat pour Nora, la maman de Julia, et avec elle plus d'1 million de personnes, enfants, adultes, aveugles, trisomiques, tétraplégiques, polyhandicapés, avec une sclérose en plaques et bien d'autres types de handicaps, dont le taux a été évalué à plus de 80%, avec une évolution favorable, malheureusement, pas possible. Merci pour votre rôle là. Que cette simplification est faites des dabs sinon. Il faut absolument. Vous savez comment on fait des dabs dans le chat? Pour cela, je me rendrai au premier semestre 2009 dans l'ensemble des MDPH pour m'assurer que ce droit est enfin connu, promu et surtout porté par les administrations auprès des personnes.
confiance dans les personnes, respect de nos engagements, voilà bien des invariants de l'action gouvernementale tout entière. Ils sont plus que jamais au cœur de mon action, au service des personnes en situation de handicap, à la facilité de leur parcours pour être pleinement citoyens, à côté de nous, avec nous, au milieu de nous. Merci Madame la Ministre. Voilà la réponse de Sophie Cluzel, secrétaire d'État chargée des personnes handicapées. Merci Monsieur le Président. Ma question s'adresse au secrétaire d'État auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. La France combat sans répit le terrorisme islamiste au Sahel. Avec vous, mes chers collègues, je souhaite tout d'abord saluer l'action de tous nos soldats qui y sont actuellement engagés. Bien sûr, la France n'y est heureusement pas seule et la cohésion de tous les acteurs aux côtés de la force G5 Sahel est absolument indispensable. Or, le 10 janvier, la Chambre des représentants américaine a voté une loi codifiant le partenariat transsaharien contre le terrorisme pour renforcer la coordination de leurs actions avec les pays d'Afrique de l'Ouest, mais aussi du Nord. À l'aune de la tentation unilatéraliste du président Trump, on peut y voir la préfiguration d'un nouvel ordre stratégique redéfinissant la carte des ambitions et des influences dans la région. Cette guerre de positionnement des puissances occidentales sur le théâtre sahélien serait néfaste au regard de l'ampleur du mal à éradiquer. Rappelons que la pertinence du G5 Sahel réside surtout dans la force du nexus sécurité-développement dans cette zone désertique de 5 millions de kilomètres carrés, comptant 80 millions d'habitants répartis sur 5 pays frontaliers. Ma question sera triple, Monsieur le Ministre. La première, comment le partenariat transsaharien américain s'articulera-t-il avec la force G5 Sahel? Autrement dit, en d'autres mots, sera-t-il complémentaire ou concurrentiel? Deuxième question, quel est l'état de la menace terroriste dans cette région quantitativement et qualitativement? Et enfin, où en est la levée de fonds? La promesse des 420 millions d'euros de dons, dont 220 à la charge de la France, auxquels s'ajoutent les 50 millions promis par le président de la République en décembre dernier. Je vous remercie. Donc Vincent Ledoux, député UDI Agir et indépendant, député du Nord, il est professeur d'histoire-géographie. Et cette question porte sur la situation djihadiste au Sahel, évidemment. On rappelle qu'Emmanuel Macron a indiqué que la France resterait engagée au Sahel jusqu'à ce que la victoire soit complète, je cite, à la mi-décembre. Et c'était pas plus tard que le 19 décembre, un sommet interparlementaire, et Monsieur le Président Ferrand, vous l'avez accueilli, a permis de faire le point sur cet engagement qui nous unit tous auprès des États, des peuples du Sahel, qui nous unit dans cette lutte contre le terrorisme. Et nous nous associons naturellement à cet hommage rendu aux 4500 soldats français qui œuvrent au quotidien pour cette sécurité. Alors, s'agissant des 3 questions que vous venez de poser, naturellement, les États-Unis sont et demeurent un partenaire essentiel. Ils appuient la force Barkhane. Ils ont apporté un soutien à hauteur de 95 millions d'euros pour l'équipement de cette force conjointe du G5 Sahel. Et le vote du Congrès vient confirmer, conforter ce travail commun et nous veillerons à ce qu'il reste naturellement complémentaire. S'agissant de la menace terroriste, elle demeure hélas réelle malgré un certain nombre de succès obtenus sur le terrain par nos forces. Nous nous inquiétons naturellement de l'extension de certaines zones de conflit, je pense à l'est du Burkina Faso, et c'est pourquoi dès le mois de décembre, à l'occasion de la visite du président Kaboré, le partenariat de défense a été renforcé. Et puis, il y a naturellement les efforts financiers qui sont là pour mieux équiper cette force conjointe du G5 Sahel. Vous l'avez rappelé, plusieurs centaines de millions d'euros, 390 annoncés par des partenaires extérieurs aux pays sahéliens. D'ores et déjà, 50 millions d'euros d'équipements ont été livrés. Les autres vont l'être dans le courant de l'année et la France fait partie de ces États qui, justement, vont permettre de délivrer ces équipements. C'est ensemble que nous réussirons. Europe, Afrique, nos destins sont liés. Merci, Monsieur le Ministre. Et dernière question. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation. Monsieur le Ministre, je me permets d'attirer votre attention sur une situation d'urgence. Les agriculteurs de la région PACA de la filière céréalière m'ont interpellé pour me faire part de leur grande inquiétude.
Ils ont été sinistrés par une période de 4 mois de grande sécheresse continue, suivie d'une pluviométrie dense au printemps, alors que la culture du blé n'a pas besoin d'eau à cette période. Après cet épisode d'aléas climatiques, leurs cultures se sont dégradées en quantité comme en qualité. Or, comme vous le savez, les exploitations de céréales ne sont pas couvertes par le Fonds de calamité agricole et ne sont donc pas éligibles aux assurances. Ce constat est accentué par la situation d'un territoire à l'écosystème dense et fragile. En effet, la Camargue est une terre spécifique rendue difficile à exploiter par le phénomène de salinisation, les remontées de sel rendant les terres inutilisables. Cependant, c'est un écosystème riche par sa biodiversité, d'où l'importance primordiale de conserver les exploitations existantes pour éviter de laisser partir en friche ces terres indispensables au fragile équilibre entre le développement agricole et l'élevage. Par ailleurs, les industriels pastiers et semouliers s'inquiètent de la diminution en approvisionnement local alors qu'ils sont fortement impliqués dans le plan de relance blé dur de France Agrimaire, dont l'objectif était d'enrayer la régression de cette culture. Enfin, la production céréalière régionale alimente une grande usine de production de pâtes du département et les emplois de ce géant du secteur agroalimentaire pourraient se voir menacés, pénalisant ainsi l'économie de notre région. C'est pourquoi je souhaite, Monsieur le ministre, avoir des précisions sur la démarche que vous entendez adopter concernant cette situation urgente pour répondre rapidement aux besoins de nos agriculteurs qui se retrouvent démunis devant ces pertes conséquentes. Aussi, je me permets de solliciter la déclaration d'un état de catastrophe naturelle avec prise en considération de leur demande d'allègement des charges afin de les aider à traverser cette crise. Ceci avait déjà été fait pour la filière arboricole qui avait reçu une aide étatique lors de la période de gel. Si les céréaliers ont toujours fait face seuls aux aléas climatiques, cette situation, Monsieur le ministre, est inédite pour eux. Je vous remercie. Merci, chers collègues. Donc voilà, Monica Michel qui demande l'état de catastrophe naturelle pour que les secrétaires pour que les agriculteurs du PACA puissent avoir une couverture PACA et notamment votre territoire contre la sécheresse. A été touché par un double phénomène, une grande sécheresse suivie d'une grande pluviométrie qui a fait beaucoup de dégâts dans les cultures. Il y a une énorme sécheresse cette année dans le pays. Je ne réponds pas à votre question, mais je vais y venir. Et il y a encore un CNGRA qui se réunit aujourd'hui. Il va encore y avoir plusieurs dizaines de dossiers qui vont passer. Et je veux réaffirmer devant le FNGRA, c'est le Fonds national de gestion des risques en agriculture. Donc CNGRA, ça doit être une commission, je pense. Touché par la sécheresse partout en France, dans les 70 départements. Pour arriver sur votre circonscription, à votre département, vous avez évoqué la situation exceptionnelle qu'il y avait eu pour les arboriculteurs. Mais vous le savez, on ne peut absolument pas comparer les céréaliers et les arboriculteurs, puisque les céréaliers n'ont pas accès à ces dispositifs. Je le regrette, mais c'est ainsi. Aussi, vous le savez, les céréaliers qui sont touchés peuvent faire des déclarations à la DTTM, pourront avoir des exonérations de foncier en faisant la déclaration à la DTTM, pour avoir des mesures de report de cotisation sociale. Pourquoi ? Tout simplement parce que les grandes cultures sont assurables et à partir du moment où c'est assurable, l'État ne peut pas prendre le relais. Par contre, dans les négociations que nous sommes en train de mener, que le gouvernement mène pour la nouvelle politique agricole commune de 2020, nous sommes en train de regarder comment, pour les aléas climatiques, sanitaires et autres, et notamment climatiques, la PAC pourrait venir en aide à... PAC, c'est politique agricole commune. Mais par contre, je vous le dis, il va falloir trouver une solution et l'Europe peut nous aider afin de répandre l'assurance récolte interfilière sur toutes les régions de France. C'est la seule solution. Il y aura encore vraisemblablement des aléas climatiques d'année en année. Sans cette assurance récolte remis au goût du jour et qui permette, avec des coûts moyens pour les agriculteurs, de prendre un contrat d'assurance, les choses ne pourront pas marcher. Merci. Voilà, c'était la dernière séance de cette question d'actualité, de cette séance de questions d'actualité au gouvernement, séance réduite évidemment puisqu'il nous manquait une partie du stream. Voilà, j'espère que ça vous a plu. C'était bref mais intense, comme on dit. Du coup, on va très vite terminer cette émission, sauf si vous avez des questions. Est-ce que j'ai des notes pour les acronymes ou c'est juste de mémoire déduction? Parfois, parfois je les connais effectivement, c'est de mémoire. Parfois, c'est de la déduction. Par exemple, la FNGRA je connaissais et CNGRA je ne connais pas, mais c'est je pense commission ou comité, un truc comme ça. Et sinon, j'ai Google à côté sur lequel je tape très vite les acronymes. Voilà. Si vous n'avez pas de questions, on va conclure très vite. Merci à tous d'avoir suivi cette très courte émission, buggée, hein, comme vous le savez. Donc voilà.
Comment vous faites pour être aussi beau? Eh bien, écoute, merci beaucoup, Switch Merci. Mind. On est ravis qu'on te plaise. Plus jamais ça. Plus jamais. Merci à tous d'avoir suivi cette émission. On se retrouve lundi à 13h30. Merci. Pour suivre ensemble l'audition d'Alexandre Benalla devant la commission d'enquête, commission des lois constituée en commission d'enquête du Sénat. D'ailleurs, question, on fera Crass ou pas après? Mais il est auditionné ou pas? Il est juste après en fait. Eh ben, je pense, on verra le temps que ça prend, mais je pense qu'on va être parti pour. Hein. Il me semble qu'il y est juste après. Ouais, je pense que. Mais pourquoi? Parce qu'il utilise ses passeports lui ou non? Ou peut-être qu'ils ont d'autres questions relatives. Peut-être, mais il me semble avoir vu dans l'article que je t'avais montré qu'il passait aussi. Ok, bah, écoutez, on verra ça, on commentera ça tous ensemble. D'ici là, vous pouvez retrouver Adrien demain à quelle heure? À 14h30. À 14h30 pour Party Time et l'Europe Bordel. Moi, je vous dis à lundi. Merci à tous d'avoir suivi cette émission. Vous pouvez la retrouver sur YouTube, sur la chaîne YouTube Acropolis Replay. 15h30, Vincent Crass, c'est bien ça. 15h30, Vincent Crass, c'est bien, on fera ça. Non, un grand merci aux bénévoles qui ont fait des fiches un peu inutilement, malheureusement, pour une partie d'entre elles, et on en est désolé. Hein. Évidemment, vous avez bien compris que ce n'est pas de notre volonté. La régie de l'Assemblée nationale. Exactement, on ira leur balancer des... Non, pas du tout. Au secours. Pas du tout, pas du tout. Voilà, donc c'est comme ça qu'on conclut ces 6h30, 7h de stream. On en est à 6h30 de stream. 6h30, nickel. Eh bien, vous voyez qu'on peut le faire. Absolument. Merci aussi faire ça. à tous les nouveaux viewers qui sont arrivés. Exactement, merci à vous. À 2900 quasiment. C'est pas mal, c'est pas mal. C'est pas mal. Hein, c'est pas, on a vu mieux. Maintenant, on est habitué à mieux, quoi. Donc, exactement. Je veux dire, faut pas déconner. N'hésitez pas à follow la chaîne, à vous abonner si ça vous plaît, à nous rejoindre sur le Discord. Petit point d'exclamation Discord. On vous fait des bisous. Est-ce qu'on ferait pas un petit raid? Oula. Il n'était pas prêt. Oula. Alors attendez, il n'était pas prêt. Qui est en stream. On était sur la santé de Twitch, oui, on sait, Lord Va, on sait. Apparemment de copains qui sont en stream. Il y a apparemment de gens qui sont en stream. Je vois, il y a d'autres streamers. Il y a Squeezie, peut-être un petit streamer. Voilà, un petit streamer inconnu. Mister MV. Est-ce que Mister MV est en stream? Mister MV, il est où? Non, il n'est pas en stream. Ah, il y a Gaël93. Il y a Gaël93, effectivement. C'est une connaissance de... Je ne sais pas du tout. Tu vois pas qui c'est, Gaël? Je connais le nom, mais je sais pas si... Il a une très grosse voix. Je sais pas si... je sais pas si on le connaît, mais il est très sympathique. Écoute, il est en train de mater des fesses sur Fortnite. Écoute, eh bien, nickel. On rejoint Gaël sur... Non, il est sur Ring of Elysium. Ah oui, Ring of Elysium. Voilà, petit raid. Merci à tous d'avoir suivi cette émission. Tu lances le raid? Je lance après. Je sais pas comment ça se passe. Je lance après générique, t'inquiète. Yes, nickel. Merci à tous. Bisous, à bientôt.